Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux des sénateurs. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a présenté mercredi au Sénat la programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette stratégie énergétique de la France a été présentée par Emmanuel Macron début novembre et elle prévoit notamment de fermer 14 réacteurs nucléaires d'ici à 2035. Cette stratégie vise également la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais entre-temps, le gouvernement a dû faire face au mouvement des Gilets jaunes et a dû annuler la hausse des taxes sur les carburants. Vous allez le voir, François de Rugy a voulu alerter les sénateurs. Ce gel provisoire de la fiscalité énergétique aura un coût à plus long terme pour le pays. Je vous laisse écouter cette audition. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices d'être nombreux pour cet échange sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont j'ai l'impression que le jugement a été prononcé avant même que la parole ait été à la défense et à la présentation. Mais ça fait partie du débat politique, c'est bien normal. Et de même que je vais présenter un certain nombre d'éléments que je veux aussi concrets et précis que possible et répondre déjà à vos deux interpellations et à celles qui suivront ensuite dans le cours de l'échange. Peut-être juste un tout petit mot de méthode, en effet, puisque Madame la Présidente, vous avez rappelé les choses. Il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on veut, oui ou non, un débat et un vote sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il s'agit simplement de se situer dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui et dont j'ai dit, moi, qu'à titre personnel, je n'étais pas contre qu'il évolue, mais pour qu'il évolue, il faut y compris réformer la Constitution. Donc ça, c'est un autre sujet qui, par ailleurs, est à l'ordre du jour des mois qui viennent. En tout cas, je le souhaite. Et donc, ça, vous pourrez faire prospérer cette idée dans ce cadre-là. Et je sais qu'à l'Assemblée nationale, il y a aussi d'autres, des députés de différentes tendances qui sont dans ce cadre-là. Mais il ne faut pas laisser croire que c'est le gouvernement qui ne veut pas faire de la PPE, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, un acte législatif. C'est un acte réglementaire dans le cadre de l'application de la loi de transition énergétique qui a été débattue et adoptée définitivement à l'été 2015. Il se trouve que j'étais parlementaire à l'époque, donc j'ai voté pour ma part, cette loi et je me souviens très bien, bien sûr, des débats que nous avons eus à l'époque et de ce choix qui a été fait et dans lequel je me situe pour l'instant. Si un jour on décide, comme pour les lois de programmation militaire, parce que c'est un peu ça qu'il y a en tête, d'avoir une loi de programmation de l'énergie tous les 5 ans, eh bien, évidemment, c'est tout à fait possible et je pense qu'à certains égards, ce serait positif. Sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, je vous l'avais dit en revanche quand on s'était rencontrés ou lorsque nous avions débattu au Sénat, puisque c'est le Sénat qui avait organisé un débat, c'est le premier débat parlementaire auquel j'ai participé en tant que ministre sur l'énergie. Moi j'étais à votre disposition et nous le faisons concrètement pour présenter et débattre des choses en commission et par ailleurs sur le fait qu'il y ait une petite loi, comme vous l'avez qualifié, Madame la Présidente, et vous avez dit que parfois les petites lois avaient tendance à grossir, mais le chemin inverse existe également. Parfois des grandes lois sont appauvries au fil des débats ou au fil des présentations. Donc en l'occurrence, ce n'est pas une question de petite ou grande loi, c'est simplement de dire que c'est une loi qui n'aurait que quelques articles, qui serait présentée en Conseil des ministres sans doute au mois de février prochain, et qui, en effet, comme vous l'avez dit, aurait pour but de clarifier les choses quant à ce qui avait été voté en 2015 et dont nous considérons, mon prédécesseur l'avait déjà dit, que dans le cadre un peu d'une opération vérité, il faut repousser l'échéance concernant le rééquilibrage de la production électrique entre le nucléaire et les énergies renouvelables à 2035. Donc ça, il faut modifier la loi, sinon là, pour le coup, l'acte réglementaire de la programmation pluriannuelle de l'énergie pourrait être évidemment cassé dans la mesure où il ne serait pas en ligne avec la loi de 2015 et cela nous permettra aussi de créer un cadre législatif pour la création du Haut Conseil pour l'action pour le climat.
Nous avons souhaité que cette présentation qui a été faite le 27 novembre dernier, et c'est vrai, vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans une actualité qui était polarisée sur d'autres sujets, même si ce que l'on a appelé le mouvement des Gilets jaunes, et qui n'est peut-être pas fini d'ailleurs, mais est parti des prix de l'énergie, en tout cas des prix des carburants. Et il est parti sur bien d'autres sujets après. Et d'ailleurs, entre-temps, les prix des carburants ont rebaissé, si je puis dire. Et le mouvement s'est poursuivi. Preuve qu'il n'était pas exclusivement sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, les premières annonces concernant la taxe carbone ou la taxe diesel-essence ou la taxe sur le gazole non routier n'ont pas du tout suffi à apaiser, à faire retomber ce mouvement, et ce sont d'autres mesures beaucoup plus larges sur le pouvoir d'achat, le niveau de salaire, de revenus et d'imposition plus générale qui sont de nature à faire retomber ce mouvement de protestation. Sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous avons souhaité qu'elle soit précise et qu'elle soit complète, alors que la précédente, puisqu'il y en a eu déjà une précédente, ne l'était pas et était restée très floue sur les objectifs et les moyens. Et nous sommes, Monsieur le Président, justement dans l'optique de répondre à l'attente que vous avez exprimée, qui est de ne pas en rester à des grands objectifs, mais de les décliner, et j'ai envie de dire mode de production par mode de production, de décliner les cibles et dans les économies d'énergie et dans le développement des énergies renouvelables, puisque ce sont les deux piliers de cette stratégie française pour l'énergie, donner la priorité aux économies d'énergie et au développement des énergies renouvelables, les deux permettant d'avoir une réduction des gaz à effet de serre, d'aller dans la logique qui est notre politique climat, donc la stratégie nationale bas carbone, et par ailleurs de maîtriser les coûts de production de l'énergie. Au passage, je me permets de vous répondre, Madame la Présidente, je ne sais pas qui a dit, et si quelqu'un a dit un jour qu'une politique de l'énergie, et que ce soit cette programmation pluriannuelle de l'énergie ou une autre, la transition énergétique, ça n'avait pas de coût. En tout cas, moi, je n'ai jamais dit cela, parce que ce serait complètement irresponsable. De même que la politique au fil de l'eau a un coût. Après, on peut débattre de savoir si la politique au fil de l'eau est moins coûteuse ou plus coûteuse d'une politique volontariste qui se fixe des objectifs de réduction des consommations d'énergie et de développement des énergies renouvelables. Et ça, alors là, je suis prêt à en débattre. Et moi, je dis aux Français que ne rien faire, c'est en fait laisser faire les choses telles qu'elles sont. L'immobilisme, le statu quo a un coût. Cela a un coût parce que cela nous expose beaucoup plus, et là la crise des Gilets jaunes l'a montré, à la fluctuation, à la hausse des prix du pétrole, du gaz et du charbon, des énergies fossiles, dont nous sommes extrêmement dépendants aujourd'hui, extrêmement dépendants. 100% de nos consommations d'énergie fossile sont importées, et nos consommations d'énergie fossile sont très élevées. Là, ce n'est pas le débat nucléaire, pas nucléaire, c'est le débat sur la consommation d'énergie en France. L'énergie fossile représente une part très importante, 100% d'importation, ça coûte très cher à notre économie, c'est 100% de déficit commercial, et par ailleurs, ça coûte très cher aux Français dès que les prix augmentent. Là, on n'en parle plus parce que les prix baissent, mais dès que les prix réaugmenteront, et ils réaugmenteront un jour, les Français le subiront. Nous voulons protéger les Français contre ces augmentations en limitant les consommations. Nous disons la vérité, parce que même si on baissait les taxes chaque fois que les prix du pétrole sur les marchés mondiaux augmentaient, il y a un jour on n'y arriverait plus. Et ce jour, il est déjà arrivé. C'était en 2008, c'était il y a 10 ans, quand les prix du pétrole sont montés à 147 $ le baril. Seulement, comme c'est retombé assez vite, on a pu continuer comme avant sans prendre de mesures volontaristes. Sur d'autres sujets, regardez ce qui se passe chez nos voisins belges. Ce n'est pas à l'autre bout du monde, c'est un pays frère à bien des égards et qui a une particularité que nous avons aussi, c'est d'avoir un parc nucléaire important et vieillissant. Son parc nucléaire est un petit peu plus âgé que le nôtre. Eh bien, 5 réacteurs sur 7 sont arrêtés pour raison de sécurité. Et la Belgique est obligée de faire le tour de ses voisins, y compris la France, pour demander en quelque sorte que la solidarité, mais disons-le, c'est plus que la solidarité, hein, c'est demander secours et assistance en matière d'alimentation électrique. Et donc moi je ne veux pas que notre pays
se retrouvent dans cette situation parce que nous laisserions les choses filer sans être volontaristes. Donc nous pensons qu'il faut nous protéger les Français contre ce risque en diversifiant et en anticipant, y compris la fermeture d'un certain nombre de vieux réacteurs, sachant que bien sûr nous sommes exposés par ailleurs tout de même à des décisions de l'autorité de sûreté du nucléaire, et ce n'est pas une vue de l'esprit. Je parlais de la Belgique. Alors vous allez me dire, oui, mais la Belgique ne fonctionne pas comme la France. Peut-être, il se trouve que ce sont des opérateurs français qui gèrent les centrales belges. Mais en France, nous sommes aujourd'hui à un taux de disponibilité des réacteurs nucléaires de 60 à 70% maximum en hiver. C'est-à-dire que quand on parle de la capacité nucléaire installée, en fait, il faut attribuer un coefficient de 0,6-0,7 pour savoir ce que nous avons de réellement disponible. Voilà la réalité. On peut dire aux Français, non, ça ne coûte rien de continuer comme cela, ce serait un mensonge. De même qu'il y a eu un mensonge de fait depuis plusieurs décennies sur le coût réel, puisque aujourd'hui, l'endettement d'EDF est là pour nous rappeler que, de fait, les prix appliqués ne couvrent pas les coûts d'investissement, qu'on a reporté à plus tard un certain nombre de couvertures de coûts, qu'aujourd'hui nous avons les débats. Vous ne l'avez pas dit, mais on peut le dire, moi je le dis, je mets les pieds dans le plat sur les prix de l'électricité. Parce que là, le mode de calcul, qui n'est pas le mode de calcul du gouvernement, c'est le mode de calcul qui a été instauré il y a de nombreuses années, appliqué par la Commission de régulation de l'énergie, qui est un mode de calcul fondé sur la couverture des coûts, que le prix appliqué, le tarif régulé, couvre les coûts de production. Eh bien, l'application de ce mode de calcul nous amène à une augmentation de 6, 7, 8% pour l'année prochaine. Et on a bien vu que cela pouvait susciter, évidemment, un peu de surprise, des mois, c'est le moins qu'on puisse dire, dans des périodes où d'autres coûts de l'énergie augmentent. Et ça, ce n'est pas le coût de la transition énergétique, hein. C'est le coût de la situation actuelle. Donc là, je n'avais pas prévu de parler aussi longuement de cela, mais puisque vous m'avez interpellé, Madame la Présidente, je tenais d'entrée de jeu à poser ces débats qui sont pour moi au cœur du débat sur l'énergie. C'est en permanence, et j'ai un rôle qui n'est pas facile parce que c'est souvent de ramener, et je le redirai sans doute dans les échanges qui vont suivre, quand on propose des choses, à quel coût, à quel prix, qui paye. Et ça, il faut le dire dans tous les domaines, Et j'y reviendrai, Madame la Présidente, aussi et Monsieur le Président, pour répondre à ce que vous avez dit sur l'avenir de la filière nucléaire française. Sur les économies d'énergie, nous avons fixé une cible qui est de 40% de consommation d'énergie fossile en moins d'ici 2030, alors que la précédente programmation pluriannuelle de l'énergie parlait de 30%. C'est la traduction concrète de notre objectif de neutralité carbone en 2050 pour que nos émissions de CO2 en France soient en ligne avec nos engagements internationaux sur le climat. Et nous voulons nous en donner des moyens concrets. Cela suscite naturellement des débats, c'est normal, mais c'est ce que nous avons appelé la sortie des chaudières au fioul en 10 ans. Sortie ne signifie pas interdiction, ne signifie ni interdiction demain matin, ni dans 5 ans, ni même sans doute dans 10 ans, mais plan volontariste de sortie. Parce que sinon, cela veut dire que l'on n'est pas concret en matière de chauffage, puisqu'on parle des émissions de CO2 dans le logement ou dans le tertiaire, c'est le chauffage, et c'est notamment le chauffage au fioul. Dans le domaine du logement, on y reviendra sans doute dans le cours des échanges, mais moi je souhaite que nous ayons de nouveaux modes opérationnels pour réduire fortement les consommations d'énergie dans le logement et dans le tertiaire. Ça veut dire avoir des modes d'intervention pour les économies d'énergie qui changent d'échelle. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de modes d'intervention qui ne sont pas à la mesure de l'enjeu, qui ne produisent pas les résultats que nous souhaitons atteindre. C'est pour ça que j'ai souhaité ouvrir une négociation avec les professionnels du bâtiment, du logement, de l'énergie et aussi avec les organismes bancaires et financiers pour que l'on puisse se mettre d'accord sur un mode opérationnel plus efficace qui permette de financer les travaux. Ce ne sont pas des milliards de dépenses publiques qui permettront de régler le problème. Ce sont des dispositifs où celles et ceux qui font les investissements
pourront les amortir et où il pourra, le cas échéant, y avoir des garanties publiques sur les emprunts de longue durée qui permettent de financer ces travaux. Dans le domaine des transports et notamment de la voiture individuelle, vous le savez, et d'ailleurs la négociation du trilogue européen donc entre la Commission, les ministres et le Parlement vient d'aboutir avec une baisse de 37,5% des émissions de CO2 des voitures neuves vendues en 2030 en Europe. Nous avons mené la bataille puisque nous avons fait partie des pays qui ont poussé au maximum. C'est un effort très important qui est demandé aux constructeurs automobiles et nous pensons que c'est absolument nécessaire si on veut à la fois avoir un parc automobile qui demain émette moins de CO2 et aussi faire bénéficier les automobilistes des dernières technologies à grande échelle pour faire baisser les émissions de CO2. Et là, comme sur d'autres sujets, on aura toujours le débat de est-ce qu'on le fait, à quel rythme et est-ce qu'on le fait ici et maintenant. Et donc, dans l'Union européenne, ce n'est pas la peine d'aller faire la leçon à d'autres pays dans le monde si nous ne le faisons pas, nous, dans l'Union européenne. Et nous, en France, dans l'Union européenne. Mais il y aura toujours un débat sur le rythme. Certains trouvent que ça ne va pas assez vite, parmi les associations environnementales ou d'autres. Mais je constate que quand on en parle concrètement avec les acteurs industriels, ils ont tendance à trouver que ça va trop vite. Sur la question des énergies renouvelables maintenant, nous avons également fixé des objectifs concrets, 32% d'énergie renouvelable dans la consommation globale d'énergie, pas simplement l'électricité, et en faisant respecter l'ensemble des objectifs sectoriels qui avaient été fixés par la loi de 2015, alors que certains plaidaient pour qu'on s'affranchisse des objectifs sectoriels et qu'on en reste à un objectif global. Cela, en effet, aura un coût, et nous le disons, sur le fait qu'il y aura un soutien public sur les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, ce soutien est de 5,5 milliards d'euros, c'est ce qu'il y a dans le budget pour 2019, c'est le coût des engagements passés. Ce n'est pas ce que nous décidons en ce moment, c'est le paiement des tarifs d'achat garantis et donc des subventions qui permettent de garantir ces tarifs d'achat en différentiel avec le prix de marché. Et en l'occurrence, le prix de l'électricité, le prix de gros sur le marché a plutôt augmenté ces dernières années, puisqu'il est environ à 60 € le mégawattheure, ce qui permet de réduire la subvention, mais il y en a toujours une par rapport aux engagements passés, et nous proposons au maximum de l'augmenter à 8 milliards d'euros dans les années qui viennent. Si vous regardez le budget attentivement, vous verrez que ce n'est pas 5,5 milliards en 2019, c'est 7,3, et quel est le différentiel d'1,8? Ce sont des dettes du passé. Parce que par le passé, on n'a pas payé, l'État n'a pas payé à EDF les tarifs, le différentiel entre le tarif d'achat garanti et le prix de marché. Comme souvent, on accumule des choses où on pense qu'on paiera plus tard. Nous faisons l'opération vérité et nous sommes obligés de payer ces dettes du passé. Donc ce soutien, nous le faisons dans un cadre où nous visons le développement des énergies renouvelables qui sont les plus fiables technologiquement et les plus compétitives économiquement. Donc le solaire, photovoltaïque, plutôt de grande surface, et l'éolien terrestre et offshore, dont les coûts de production baissent. Baissent sur le solaire photovoltaïque. Je rappelle qu'en 10 ans, ils ont été divisés par 10. Et nous considérons qu'ils vont encore baisser, mais que de toute façon, en atteignant des niveaux de 50 à 60 € le mégawattheure, on va être dans les prix de marché. C'est ça. Et à chaque fois, on regarde les technologies. Sur l'éolien offshore, on n'est pas encore à ces prix-là, mais on a renégocié sur les projets qui avaient été attribués, et sur les projets à venir, nous fixons cette cible. Et sur d'autres énergies renouvelables, c'est notre obsession de faire baisser les coûts de production pour arriver à des prix qui soient au plus proche du marché. Sinon, c'est soit le contribuable qui paye la différence, donc des impôts, et on sait ce que nos compatriotes pensent du niveau des impôts, soit une répercussion sur le prix de l'énergie elle-même, de l'électricité, mais aussi du gaz, mais aussi des carburants, puisqu'on veut développer aussi le biogaz et les agrocarburants. Et donc là aussi, il faut dire la vérité aux Français. Moi, j'ai rencontré des gilets jaunes, sans doute comme vous, qui me disent « Mais pourquoi vous ne développez pas plus les agrocarburants ?» Parce que les agrocarburants, ils coûtent plus cher à produire que les carburants issus du pétrole raffiné.
et qu'aujourd'hui on ne peut les vendre moins cher, et c'est un soutien public indirect à la filière, que parce qu'ils sont beaucoup moins taxés que le pétrole raffiné. Il faut dire la vérité aux gens. Si on développait les agrocarburants sans des taxes, eh bien, il serait plus cher à la pompe que le carburant issu du pétrole raffiné. Hein, donc les Français qui souhaitent qu'on n'augmente pas les prix des carburants doivent le savoir. C'est toujours un équilibre à trouver. Sur le gaz, nous visons en effet 10% de gaz renouvelable à l'horizon 2030, mais en demandant un effort sur les coûts de production et en travaillant concrètement avec tous les acteurs, y compris les parlementaires, sur ce qui permet de faire baisser les coûts de production. Et là, il faudra bien avoir des débats sur la taille des méthaniseurs ou sur ce qu'on met dedans. Sur l'hydrogène, nous visons également un hydrogène renouvelable, 10% en 2023, 20 à 40% en 2028 s'il y a des progrès technologiques, avec deux cibles, l'hydrogène industriel et l'hydrogène pour les transports lourds. Là aussi, si j'entends certains qui disent mais pourquoi on ne fait pas des voitures à hydrogène? Si on veut faire des voitures à hydrogène, c'est des coûts qui sont totalement en dehors de la compétitivité économique dans le domaine de la voiture. Donc il faut être sérieux et se concentrer sur ce qui est le plus efficace. Sur les carburants, on est aussi avec une augmentation très forte des carburants d'origine agricole, mais là aussi en étant conscient d'un système global de contraintes. Vous avez vu les débats, vous y avez vous-même, vous l'avez eu vous-même sur l'huile de palme ou les huiles importées. Sur la chaleur, nous visons 38% de chaleur renouvelable d'ici la fin de la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est un effort important, mais c'est un gisement dont on parle peu dans les débats politiques, dans les débats médiatiques autour de l'énergie, on en parle très peu, alors que c'est un levier très important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire notre dépendance aux importations de pétrole et maîtriser la facture de chauffage de nos compatriotes. Et il faut développer absolument de façon volontariste les réseaux de chaleur avec bien sûr une alimentation renouvelable, ce qui est possible en valorisant nos ressources françaises, notamment la ressource biomasse, la ressource bois. Le fonds chaleur passe à 315 millions d'euros dès 2019 et nous visons ensuite 350 millions d'euros. Sur l'électricité, 40% d'électricité renouvelable, donc d'énergie renouvelable dans la production d'électricité. C'est un objectif extrêmement ambitieux. Multiplication par 5 de la puissance installée en solaire photovoltaïque pour atteindre 40 gigawatts. L'éolien, multiplication par 2,5 de l'éolien terrestre et en mer. On a renégocié les 6 premiers champs d'éolien, ça fait une économie de 15 milliards d'euros, ça c'est concret. 15 milliards d'euros sur la période, enfin presque 16 sur la période des 20 ans. 7 nouveaux champs offshore dans la période des 10 ans de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont 3 champs flottants en Bretagne et en Méditerranée. Et en ciblant, en disant les choses, en disant les puissances, en disant les régions. Évidemment, je le dis tout de suite, parce que je sais que la question viendra sans doute, sur l'éolien offshore flottant, si la technologie et les filières industrielles françaises en plus réussissent à faire baisser les coûts, évidemment qu'on fera plus que ce qui est indiqué là. Mais on a souhaité que ce soit réaliste au vu de ce qui est proposé aujourd'hui. Sur les évolutions à plus long terme, on pourra en parler aussi si vous le souhaitez, mais je souhaite là présenter les choses surtout sur la période des 10 ans de la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur des éléments concrets de réduction des émissions de CO2, c'est la fermeture des centrales à charbon. Là aussi, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui se fait comme une lettre à la poste. 4 sites différents, 4 centrales à charbon existantes, Cordemais en Loire-Atlantique, Saint-Avold en Moselle, Gardanne dans les Bouches-du-Rhône et Le Havre en Seine-Maritime. La semaine dernière, en pleine COP24, le principal syndicat de l'énergie en France appelait à une manifestation devant mon ministère pour demander un moratoire sur la fermeture des centrales à charbon. On est concret dans les choix climat versus transition énergétique en France, ici et maintenant. Voilà. Et en l'occurrence, je peux totalement comprendre ce que ressentent les salariés de ces sites, mais c'est notre responsabilité politique, là aussi, que de conduire un certain nombre de changements. Enfin, sur le nucléaire,
Je ne veux pas évidemment faire cette présentation sans avoir abordé ce sujet, même si je dois dire que la programmation pluriannuelle de l'énergie ne doit pas être réduite à cela. Là aussi, nous avons dit les choses de la façon la plus précise et transparente qui soit. La fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim d'ici 2020, ça c'est à échéance rapprochée, longtemps promise, jamais réalisée dans le précédent quinquennat, elle le sera dans ce quinquennat-ci. Donc c'est précis et c'est du jamais vu. Dans aucun quinquennat, on aura fermé et une centrale nucléaire et 4 centrales à charbon. Je tiens quand même à le dire. Ce n'est pas facile d'ailleurs à faire aussi pour assurer la sécurité en approvisionnement et de l'électricité en France. Et donc évidemment, c'est fait avec les conditions de sécurité d'approvisionnement d'électricité en France. Et en toute transparence, là aussi, avec RTE qui veille de façon très précise sur ce point, et sur d'autres, mais notamment sur la sécurité d'approvisionnement. À partir de 2022, nous, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, nous avons une trajectoire, 14 réacteurs à fermer d'ici 2035 pour atteindre l'objectif de 50%, 6 réacteurs en 10 ans, sur la période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont les 2 de Fessenheim, un en 2024, un en 2025, 2025, 2026, 2027, 2028. Avec des conditions, c'est normal, mais ils sont programmés et ensuite à suivre également sur les années suivantes. Sur les sites, nous avons aussi souhaité en toute transparence dire quels sont les sites qui pourraient être concernés et nous demandons à l'opérateur EDF ensuite de dire lesquels il priorise parmi les suivants: Tricastin, Bugey, Gravelines, Dampierre, Le Blayais, Cruas, Chinon et Saint-Laurent. Pourquoi cela? Non pas pour évidemment agiter les peurs et les craintes sur un certain nombre de territoires, mais pour qu'on puisse anticiper, que l'on puisse se préparer, tant du point de vue de l'entreprise EDF que du point de vue des sites concernés. Vous aurez remarqué aussi que nous avons poussé la précision jusqu'à préciser que c'était des réacteurs que nous fermons et non pas des sites. Contrairement à Fessenheim, où là, c'est 2 réacteurs et une centrale, ce qui équivaut à une centrale. Sur tous ces sites dont nous avons parlé, ce sont des réacteurs avec la possibilité, et ça me permettra de conclure sur l'avenir de la filière nucléaire, éventuellement d'accueillir d'autres réacteurs si un jour la France décide de commander d'autres réacteurs sur ces sites. Vous savez comme moi, tout le monde parle de l'acceptabilité des énergies renouvelables. L'éolien, en effet, il y a des contestations partout où il y a des projets d'éoliennes, éoliennes terrestres. On a cru à un moment qu'il suffirait de les envoyer en mer pour qu'il n'y ait plus de contestations. Et il y a évidemment des contestations aussi sur les projets offshore. Le biogaz, il y a des contestations autour de tout un tas de projets de méthaniseurs. Les solaires photovoltaïques, le président d'EDF d'ailleurs a dit dans une inauguration que nous faisions ensemble hier que c'était celle qui était la plus acceptable. Vous savez comme moi que dès qu'on parle des grandes surfaces, ça pose aussi des problèmes d'acceptabilité, des problèmes de conflit avec l'usage des sols. Donc il n'y a pas non plus là à croire que ce sera facile. Sur la chaleur renouvelable, vous savez comme moi, et si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez pas encore mené de projet de chaufferie. Dès qu'il y a un projet de chaufferie à bois, il y a de la contestation, y compris Ronan Dantec, qui est sénateur de Loire-Atlantique, c'est cela comme moi, et élu de Nantes Métropole, un des endroits à Nantes Métropole où il y avait le plus de votes pour le parti qui prônait le plus de développement de la chaleur renouvelable, et je connais cela, c'est celui où il y a eu le plus d'opposition lorsque la chaufferie a été installée, et qu'on parlait à ce moment-là des centrales thermiques. On dit une chaufferie bois, c'est une centrale thermique, donc c'est pas bien, donc il faut la fermer, ou ne pas la faire, et ainsi de suite. Mais alors l'acceptabilité du nucléaire, vous savez comme moi que si on veut installer une centrale nucléaire nouvelle en France aujourd'hui, un réacteur nouveau, on n'envisage pas de le faire ailleurs que là où il y en a déjà. Voilà. Faut être concret, faut être précis. C'est ce qui s'est passé pour Flamanville. Et c'est ce qui se passerait à l'avenir si jamais il y avait de nouveaux réacteurs qui étaient commandés. Et pour répondre à votre question, Madame la Présidente ou Monsieur le Président, sur l'EPR, vous savez, c'est pas fragiliser la filière. C'est que la filière est fragile. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas moi, c'était d'ailleurs un ministre de l'économie, aujourd'hui président de la République, qui a sauvé Areva de la faillite. Dans le précédent mandat, Areva était en faillite. Si on avait laissé les choses se faire comme une entreprise privée lambda, elle aurait fermé boutique. La vérité, c'est qu'il a fallu la renationaliser en grande partie et l'adosser à EDF, qui a donc pris à sa charge une partie de l'endettement, et de recapitaliser, ce qui est une aide publique comme une autre, la recapitalisation publique d'EDF,
et par ailleurs la constitution d'Orano, recentrée uniquement sur le cycle du combustible. Et nous avons veillé, y compris dans nos schémas, à assurer aussi l'avenir d'Orano qui est extrêmement fragile. Quant aux difficultés de aujourd'hui EDF, donc opérateur aussi de centrales, de construction de centrales, à mettre en service l'EPR de Flamanville, ce n'est pas une décision politique. C'est l'autorité de sûreté du nucléaire qui demande à EDF de remplir un certain nombre de conditions qui aujourd'hui ne sont pas remplies. Très honnêtement, ça nous faciliterait la tâche si Flamanville était déjà en service. Mais j'espère qu'il n'y a personne dans cette salle qui propose de ne pas suivre les avis de l'autorité de sûreté du nucléaire ou de ne plus confier à l'autorité de sûreté du nucléaire le fait de dire si oui ou non on peut ouvrir une centrale, si on peut la faire tourner de fait lors des visites décennales, mais même en dehors des visites décennales. Et donc nous sommes confrontés à cette situation. Par ailleurs, moi je dis tout est sur la table, on ne va pas faire semblant de jouer sur les mots. Il y a l'EPR de Finlande qui est soumis au même problème que celui de Flamanville. En revanche, il y a celui de Taishan en Chine qui est ouvert, d'ailleurs c'est un effet de calendrier involontaire qui a été mis en service ces derniers jours, ces dernières semaines. Et si ça fonctionne, par ailleurs, EDF a passé un contrat avec la Grande-Bretagne pour Hinkley Point. Mais Hinkley Point, c'est une bonne indication sur le coût. Il l'a passé le contrat, enfin EDF l'a passé avec un coût d'environ 100 €. Ça dépend du taux de change de la livre. Hein. Donc aujourd'hui, je l'ai rappelé, prix de marché 60 € le mégawattheure. Donc oui, nous avons demandé à EDF de nous dire du point de vue de la fiabilité technologique. Quand je dis fiabilité technologique, compétitivité économique, on l'applique à tous les modes de production. Du biogaz jusqu'à l'EPR, en passant par les autres énergies, et notamment renouvelables. Eh bien, et je mets de côté celles qui émettent du CO2. On ne construira pas de nouvelles centrales thermiques, à part le projet, là aussi, il faut être précis, de centrale à gaz à Landivisiau, qui a été lancé et dont on pense qu'il est nécessaire pour la sécurité d'approvisionnement en Bretagne. Mais on ne construira pas d'autres centrales thermiques. C'est ce qui aurait de moins cher, hein. Si on voulait faire de l'électricité aujourd'hui à prix très modéré, on ferait du gaz. Bon, on ne le fait pas. Donc, à partir de ce moment-là, sur toutes les autres, on recherche en effet le coût maîtrisé. La filière nous dit on peut ramener le coût de l'électricité sortie d'EPR à 70 € le mégawattheure. On dit faites-nous la démonstration, parce que pour l'instant, quand vous l'avez vendu ailleurs, vous l'avez vendu à un autre prix. Et à partir de là, on considère que ça nous amène, et le rapport d'Escata disait la même chose, et ce n'était pas un rapport défavorable à l'EPR, hein. Et on disait, en 2021, les conditions seront réunies pour faire un choix. Il disait qu'il faudrait prendre les décisions entre 2021 et 2023. Il aura échappé à personne qu'entre 2021 et 2023, il y a un rendez-vous électoral majeur qui est le rendez-vous électoral démocratique national, la présidentielle et législative. Et donc, on a considéré qu'en effet, les conditions seront réunies pour que le débat puisse être éclairé et que la décision puisse être prise à l'issue des élections de 2022. Voilà. Là, par ailleurs, les PPE, ça c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est la loi, mais je trouve ça très bien, elles sont calées sur les rythmes démocratiques des quinquennats. Elle aurait d'ailleurs déjà dû être faite, hein, nous avons pris du retard, 2018, 2023, 2023, 2028, et cela correspond aux rythmes électoraux et démocratiques, ce qui me paraît tout à fait sain. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, ce que je voulais dire en introduction de cette présentation. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense que chacun aura apprécié la qualité et la précision de votre intervention, qui sera néanmoins pas exclu de vous poser quelques questions complémentaires. Alors, mes chers collègues, pour assurer une fin de notre session à 18h30 pour le ministre, mais aussi pour les présidents de commission, je vous propose de limiter vos interventions, comme nous en avons l'habitude à la Commission des affaires économiques, à 2 minutes, en dehors de nos 2 rapporteurs, c'est-à-dire Daniel Gremillet et Jean-François Longeot. Daniel Gremillet. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Chers collègues, Monsieur le Ministre, notre Présidente a évoqué tout à l'heure l'absence de décision sur le lancement d'un nouveau programme électronucléaire. Nous sommes tous d'accord pour challenger le nouveau nucléaire afin de s'assurer de sa compétitivité, mais il est aussi essentiel de donner de la visibilité à la filière et surtout, il faut comparer ce qui est comparable. Et je voudrais un peu plus loin que votre propos à l'instant, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, certains comparent le coût du nouveau nucléaire, qu'ils estiment aux environs de 100
€ du mégawatt-heure en se basant sur le prix garanti pour les 2 EPR anglais, à celui des énergies renouvelables, tel qu'il ressort des derniers appels d'offres qui tournent, comme vous venez de le préciser, aux alentours de 50-60 € le mégawatt. Cet écart justifierait à la fois la fermeture du parc existant et son non-renouvellement. Je serais tenté de dire, Monsieur le Ministre, en disant cela, on ment 2 fois. On fait d'abord semblant d'oublier que le nucléaire existant est déjà amorti, et vous avez vous-même dit, et on peut vous rassurer, on peut aller dans votre sens. Aujourd'hui en France, l'ensemble des centrales et des réacteurs fonctionnent avec un avis favorable de l'autorité de sécurité des centrales nucléaires. C'est très important. Et le deuxième point que je voudrais surtout souligner, c'est qu'aujourd'hui, ce parc nucléaire nous amène aux alentours de 40 € du mégawatt, sauf à admettre que la reine ne couvre pas les coûts d'EDF. Même avec les investissements du grand carénage, il reste donc extrêmement compétitif. Quant au nouveau nucléaire, nos exploitants sont confiants dans le fait de pouvoir optimiser l'EPR pour viser les 70 €. Et là aussi, Monsieur le Ministre, je reprends votre propos sur les énergies renouvelables. Une question de fond. Sur, grosso modo, en France, il y a seulement 10% du produit de l'énergie renouvelable qui est construit en France. 90% est importé. Je prends l'exemple du photovoltaïque. J'accepte la contradiction, mais c'est... Non. C'est pour ça qu'il faut parler d'éco-bilan entre ce que l'on peut produire à l'extérieur, parce que l'éco-bilan, c'est la production jusqu'au recyclage. Hein. On ne se limite pas à cet aspect-là. Pour ce qui est du nucléaire, qui ne rend pas le même service que les énergies renouvelables intermittentes, c'est un point essentiel. Pour comparer honnêtement les choses, il faut comparer les coûts complets, c'est ce que je viens de dire à l'instant, avec le coût du stockage que l'on veut aussi décarboner, ainsi que les coûts de réseau pour acheminer cette énergie décentralisée. En ajoutant ces postes, on est aujourd'hui plus proche des 150 à 200 € que des 60. Monsieur le ministre, lorsque vous décidez de soutenir telle et telle filière, intégrez-vous bien tous ces coûts. Donc là, je souhaiterais là qu'on ait des précisions très claires. Le président de la République a évoqué la nécessité de revoir la régulation du nucléaire existant et de réfléchir à une évolution de la structure EDF tout en disant que l'entreprise resterait un groupe intégré. Pouvez-nous en dire un peu plus, à la fois en termes de calendrier et sur l'état de vos réflexions? La révision de la rente portera-t-elle à la fois sur le niveau du plafond et sur le prix payé à EDF, dont je rappelle qu'il n'a pas été revu depuis 2012? Enfin, je voudrais revenir sur 2 sujets qui font aujourd'hui l'actualité des dernières heures. D'abord, la réintroduction des fenêtres dans le CITE, dont je rappelle que l'Assemblée n'a fait que de confirmer ce qui avait été décidé ici au Sénat en première lecture, Monsieur le Ministre. Et je suis content que le gouvernement se rallie à notre position, mais je suis surtout très surpris de voir la pauvreté et surtout le fait que ça soit présenté au Sénat. Je crois que vous avez vraiment du mal à accepter le travail des sénateurs, qui est tellement proche des citoyens, tellement proche des besoins des populations. Alors, un compliment parce que vous avez repris intégralement notre proposition, mais quel gâchis parce que ça fait 10 jours que le Sénat l'avait voté. En revanche, vous avez profité aussi quand même dans le même temps de limiter le CITE aux chaudières à très haute performance. Avant, on était aux hautes performances. Vous avez mis le trait supplémentaire. Non, mais c'est pas neutre, parce que ça a un plafond, vous avez intégré un plafond de dépenses. Encore une fois, on prend d'une main ce que l'on donne de l'autre. Je serais tenté de dire que ce n'est pas très sérieux. Et encore, on ne se rapproche pas de la capacité des familles à pouvoir rentrer dans cet objectif qu'on peut partager. Donc il faut être plus incisif. Et que dire de l'autre sujet, c'est-à-dire l'annonce puis la contre-annonce d'une annulation partielle des mesures décidées fin novembre? Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Comment le gouvernement a-t-il pu imaginer un instant le contexte actuel pour pouvoir revenir sur ces mesures? Merci, Monsieur Grémier. Je vais donner la parole à Jean-François Longeot, qui est rapporteur pour avis de la fiscalité écologique. Bien, merci, Monsieur le Ministre. Merci pour
pour vos explications et merci pour cette audition. Alors il y a un certain nombre de questions qui viennent d'être évoquées par Daniel Gremillet, effectivement sur la situation et la fiscalité écologique, parce que la situation de ces 3 derniers jours nous a laissé un petit peu perplexes et je ne vous cache pas que moi je ne sais plus aujourd'hui quoi répondre à celles et ceux qui me posent un certain nombre de questions. Est-ce que vous pourriez nous préciser la décision finale retenue pour accompagner la transition écologique, le doublement de la prime énergétique, la prime à la casse est-elle maintenue, l'extension du chèque énergie est-il toujours d'actualité pour 2 millions de foyers supplémentaires? Et une question que je vous avais posée à la dernière audition, qu'en sera-t-il de l'affectation aux politiques énergétiques territoriales d'une part des recettes de la fiscalité carbone 2019? Et une autre question suite à l'annonce du chef de l'État fin novembre, annonçant une grande concertation sur le terrain sur la transition écologique et sociale. Cette concertation aura pour mission de construire un nouveau modèle économique, un nouveau modèle social, un nouveau modèle territorial dont nous avons effectivement vraiment besoin, mais également de clarifier la manière dont doit être financée cette transition. Je veux ici rappeler le rôle important des communes, et notamment des communes rurales, qui agissent au quotidien avec des solutions innovantes pour mettre en œuvre la transition écologique dont nous avons besoin sur nos territoires. Et je voudrais évoquer le rôle important des syndicats départementaux d'énergie qui appuient dans leur démarche les dossiers des collectivités. Ils constituent un outil de premier ordre pour mettre en œuvre des actions concrètes d'économie d'énergie, de développement d'énergie renouvelable et d'accompagnement des nouvelles mobilités électriques. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer comment sera conduite cette concertation et nous confirmer que le bloc communal, à travers leurs syndicats intercommunaux, sera bien partie prenante de celle-ci? Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Longeau. Donc, on va demander au ministre de répondre déjà à ces questions. Bon, je vais poser une question complémentaire à celle du rapporteur, qui est de savoir pourquoi l'année dernière il fallait retirer les fenêtres du CITE. On nous a expliqué en commission que c'était vraiment sans aucun intérêt de financer le changement de fenêtres quand on avait des murs qui étaient des passoires. Et qu'est-ce qui fait que cette année ça redevient quelque chose de souhaitable? Ne souffle pas les réponses au ministre, s'il te plaît. Il faut faire plaisir. Alors, je vais essayer de répondre rapidement, même si, monsieur le sénateur Gremillet, vous avez balayé énormément de sujets, en réalité, et qui méritent, j'allais dire, chaque phrase mérite une réaction, quasiment. Bon, sur la question de l'écart de prix, bon, on peut refaire toujours les calculs, honnêtement, voilà, chacun peut les faire pour essayer de les tirer dans le sens qu'il pense le plus favorable à l'idée qu'il pousse. La filière nucléaire peut dire, voilà, moi, mon mode de calcul est plus favorable à et les énergies renouvelables, mais non, voilà. Bon. Moi, je vais vous dire, j'essaye de regarder cela en étant, vous savez que j'ai dit dans une interview, quelques jours après ma nomination, je voulais qu'on sorte un peu de la guerre de religion ou de l'approche un peu religieuse autour du nucléaire. Moi, je n'ai pas la religion du nucléaire, mais je n'ai pas non plus la religion des énergies renouvelables où il faudrait les faire absolument sans regarder ni le coût ni la fiabilité technologique. Je vous dis, moi, mon critère, systématiquement, quelle fiabilité technologique, quel coût. Vous pensez bien que sur les questions de réseau, enfin, vous n'imaginez quand même pas que sur les questions de réseau, on fait comme s'il n'y avait pas de coût sur les questions de réseau. Mais il y en a de toute façon. Ou alors on dit qu'on ne veut pas investir sur le réseau. Mais les investissements sur le réseau, il y en a tous les ans de toute façon. Et heureusement, c'est ce qui permet d'avoir un réseau fiable. Le réseau, de toute façon, il est en transformation. Il est en transformation puisqu'il avait été conçu au départ comme un réseau très descendant, partant de quelques grands centres de production et allant vers la consommation finale jusqu'à donc le réseau il y a la très haute tension, la moyenne tension, etc. Bon, ça c'est une mutation, mais d'ailleurs au fil de l'existence du réseau électrique en France, ça a d'ailleurs changé, hein. On n'a pas toujours eu des très très gros centres de production. Petit à petit, ils se sont imposés, d'abord avec du thermique, puis avec le nucléaire.
Et on a adapté le réseau comme ça. Maintenant, ça fait déjà depuis longtemps qu'on adapte le réseau dans un autre sens. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. On fait également l'interconnexion, les interconnexions. Moi, je pense que c'est une bonne chose. J'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas rentrer dans tous les détails. On fait des interconnexions européennes. C'est des projets, c'est des investissements. Et moi, je pense que c'est une excellente chose. Et pas simplement, il se trouve que moi, je suis par ailleurs pour le développement de la construction européenne et que je pense que c'est une bonne chose, notamment dans le domaine de l'énergie, mais que par ailleurs, très concrètement, ça nous permet de profiter les uns les autres des productions. Avec l'Espagne et le Portugal, nous avons un projet important. L'Espagne et le Portugal, un certain type de production. Nous, on en a un autre. C'est plutôt complémentaire. Avec l'Allemagne, c'est évident. Je parlais de la Belgique tout à l'heure. Vous savez que, par exemple, la Belgique n'a pas d'interconnexion avec l'Allemagne. Et donc, elle va pouvoir bénéficier de la production allemande d'électricité pour faire face aux problèmes qu'elle rencontre, uniquement en transitant par la Hollande. Nous avons un projet, est-ce qu'il se fera ou pas? Je ne sais pas, parce qu'il a un coût important avec l'Irlande. Parce que l'Irlande ne veut plus être dépendante autant de la Grande-Bretagne dans le cadre du Brexit, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est l'interconnexion. On a, vous le savez aussi, alors là, à l'échelle beaucoup plus de proximité, le déploiement du compteur Linky, les compteurs communicants. Je pense que c'est une excellente chose. Ça a évidemment un coût. Demain, ça va nous permettre, vous le savez très bien, le but des investissements sur le réseau, c'est pas d'investir pour investir, c'est 1, sécurité, 2, profiter du fait qu'on va pouvoir demain le faire dans les deux sens. C'est à la fois amener de la production pour satisfaire la demande, mais aussi piloter la consommation. C'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt de la production, parce qu'on parle toujours de la variabilité de la production, qui est réelle évidemment et plus forte avec les énergies renouvelables. Mais on ne parle jamais de la variabilité de la consommation, ce qui est pourtant un problème majeur pour tout réseau électrique. C'est les périodes de pointe, etc. C'est l'intérêt de tout le monde de gérer ça. Avec le déploiement aussi d'un plus grand nombre de voitures électriques, on sait très bien que ça peut à la fois poser des problèmes et être une opportunité avec les batteries qui peuvent servir de tampon. Mais tout ça ne peut se faire que si on a un réseau piloté et que les consommateurs acceptent, déjà les gros consommateurs l'acceptent, avec plus ou moins d'efficacité, qu'on puisse piloter à un moment donné leur consommation pour écréter la pointe. On a demain l'opportunité, grâce au compteur Linky, etc., de le faire, y compris pour des consommateurs plus petits. Ça, c'est l'intérêt. Ça nécessite dans un premier temps des investissements. Dans un deuxième temps, ça nous permettra de faire des économies globales sur le fonctionnement du système électrique. Sur après le prix dont on parle par rapport au prix de gros, on ne parle même pas par rapport au prix à l'instant T. À l'instant où nous parlons, peut-être que le prix est plus élevé ou plus bas. Il y a même des moments où le prix est négatif. Quand il y a trop de production par rapport à la consommation, il y a des producteurs qui sont prêts à payer pour qu'on écoule leur électricité. C'est ça la réalité du système de production, avant même d'être une réalité de marché. Donc quand EDF dit, c'est pas moi qui le dis, c'est EDF qui dit il y a besoin de renégocier les tarifs de l'Arenh à la hausse, pas à la baisse. C'est pour ça que je tiquais quand vous disiez le nucléaire existant est déjà amorti. Non, il n'est pas amorti à 100%, puisque lorsqu'on arrête une centrale comme Fessenheim, l'EDF demande une indemnité considérant qu'elle aurait pu encore produire. Que c'est pas amorti. Et deuxièmement, que l'Arenh n'est pas assez élevée. C'est donc que l'Arenh ne couvre pas les coûts de production sur le nucléaire existant. Il n'est pas à 40, d'ailleurs il est à 42, il faut être précis. Et il demande à ce que ce soit 48, 46, 47, 50, ça va faire l'objet d'une négociation. Ça, c'est la réalité du nucléaire existant. Sur le futur nucléaire, vous l'avez dit vous-même, voilà, il y a des débats sur entre 100 et réussir à rabaisser. Voilà, on se fait sur les énergies renouvelables. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent ça y est, tout est à 50 €. C'est pas vrai. L'éolien offshore sur les projets, on les a rabaissés, mais on n'est pas du tout à 50 € pour l'instant. Plutôt autour de 120, 130. Sur le projet de Dunkerque, on pense pouvoir arriver à un prix de marché de fait à 50-55, mais ça c'est les gens qui proposeront leur production qui le diront. Sur le solaire photovoltaïque, c'est pareil, on le dira sur la base de ce que donneront les appels d'offres, mais avec des plus grandes surfaces et donc des plus grandes puissances installées, et avec des coûts fixes qui sont baissés. Et je tiquais aussi, pendant que vous interveniez, sur la filière éolienne française. Plus de 70% d'un investissement, il est dans l'économie française, sur la machine.
Oui, mais sur le photovoltaïque, on n'est pas à 10%. Ou alors vous ne comptez que le panneau, sans parler de son installation et de tout le travail qu'il y a en France pour le mettre sur... bah oui, mais c'est quand on... La création de richesse, là, excusez-moi. Bah, elle est aussi sur l'installation. Bah oui, heureusement d'ailleurs. Et à l'époque, je vous rappelle qu'en 2010, moi j'ai un peu de mémoire, j'étais déjà parlementaire à l'époque, vous peut-être aussi, quand il y a eu le coup d'arrêt, hein, avec le moratoire sur le solaire, eh bien il y a eu 13 000 emplois qui ont été sur le carreau, en France. Je ne parle pas des emplois en Chine ou ailleurs, en France. Voilà. Et par ailleurs, moi je suis tout à fait d'accord pour que l'Europe développe des filières, ça aurait pu être le cas sur le solaire, sur la batterie par exemple, sur les agrocarburants aussi, mais à un moment donné, il faudra se poser la question de protéger un minimum son marché par rapport à une concurrence dans d'autres pays où la réciprocité n'est pas vraie. C'est-à-dire que nous, si on veut vendre des batteries en Chine, on ne peut pas le faire. Hein, les voitures électriques vendues en Chine, elles doivent avoir une batterie made in China. Donc si on applique le même raisonnement à l'Europe, à ce moment-là, on rétablit. Mais ça, c'est un choix politique européen qui est au-delà du choix de politique énergétique. On est d'accord? Ah ben évidemment, ben ça évidemment. Donc là je pense que je vous ai répondu. Alors sur le CITE, puisque la question a été posée par plusieurs. Il y a plusieurs sujets. D'abord, est-ce que le crédit d'impôt transition énergétique est efficace? Il y a deux façons de mesurer l'efficacité. Est-ce qu'il déclenche des travaux, oui ou non? Là la réponse est oui. En 2017, 1 million de ménages français ont eu un coup de pouce financier CITE pour leurs travaux. 1 million. Avec en moyenne 2 000 euros, donc ça a coûté 2 milliards, à peu de choses près. Voilà. Après, est-ce que ces travaux se seraient faits de toute façon? Ça, c'est un autre sujet. Bon. Et puis sinon, il y a l'efficacité dont parlait le président Mouret. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des travaux qui permettent de faire réellement des économies d'énergie? Là, on le mesure. Et c'était de là qu'était né le débat sur les fenêtres. Moi, je suis arrivé il y a 3 mois et demi, j'ai bien vu qu'il y avait un problème autour des fenêtres. J'ai rencontré les professionnels, j'ai rencontré l'ADEME, certains avaient dit subventionner les fenêtres, c'est inefficace pour l'économie d'énergie. Il y a une étude de l'ADEME et du CSTB qui dit qu'à certaines conditions, notamment une condition de base, elle n'était même pas dans le CITE avant, de faire en sorte que c'est une subvention pour changer des fenêtres simple vitrage en double vitrage. Avant, on subventionnait des changements de fenêtres, sans critères. Bon, on a remis des critères, on a plafonné l'aide, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais on reconnaît, enfin moi j'estime que c'était une erreur de l'avoir sorti purement et simplement, voilà, j'accuse pas mon prédécesseur, etc., mais c'est comme ça, et on essaye de la corriger, et sur les chaudières gaz, c'est aussi par rapport à ce que disait le président Mouret. On vise une plus grande efficacité des aides. Après, on n'aura pas épuisé le sujet. Moi, j'estime que là, il faut vraiment, on change d'échelle, mais je l'ai dit dans mon introduction. Sur ce qu'a dit monsieur le rapporteur sur la fiscalité écologique. Alors, d'abord, pendant des semaines, y compris au Sénat, monsieur le sénateur Grémillet, vous disiez qu'on n'écoutait pas assez le Sénat, on nous a dit, mais qu'est-ce que vous vous fatiguez, et à l'Assemblée aussi, hein, c'est pas une différence, qu'est-ce que vous vous fatiguez à faire des mesures d'accompagnement? Le plus simple, c'est de ne pas faire la taxe carbone, de ne pas faire la hausse de la taxe carbone. Vous n'aurez pas besoin de faire les mesures d'accompagnement, vous ne ferez pas la taxe carbone. Bon, il se trouve qu'on suspend, pour combien de temps, je ne sais pas, ça je vous dis la vérité telle qu'elle est, la trajectoire de la taxe carbone. On ne revient pas en arrière. Peut-être que certains le souhaiteraient. J'ai entendu des gilets jaunes qui disaient non mais ça ne sert à rien votre mesure, ce qu'il faut c'est revenir sur ce que vous avez fait en 2018, en 2017, en 2016, en 2015. On ne revient pas en arrière. Au passage d'ailleurs ça fait quand même de la France le 3e pays européen pour le niveau de sa taxe carbone. Les gens qui disent qu'on ne fait rien, que la France est le dernier de la classe, 3e pays européen, après la Suède et la Finlande. Mais on ne fait pas l'année prochaine. Il y a des gens, monsieur le rapporteur, qui disent à ce moment-là on ne fait pas les mesures d'aide. Et y compris, on n'a plus l'argent, parce que bon, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait le choix de dire, et moi je me bats pour maintenir les mesures d'accompagnement, parce que je considère que c'est une politique qui n'est pas tellement pour accompagner la taxe carbone, elle est pour permettre aux Français de se libérer du pétrole et de se protéger contre les futures hausses des prix du pétrole, qui sont bien plus fortes sur les marchés que sur les taxes. Et ça, les gens l'ont vu maintenant.
Là, ça y est, c'est vu. L'essence, elle est redescendue en dessous à 1,40 €. Et pourtant, la taxe, elle n'a pas baissé. Bon. Sur la fiscalité carbone 2019 pour les collectivités locales, bon, bah là, je vous renvoie la balle. Pas de hausse de fiscalité carbone, pas de dotation supplémentaire pour les collectivités locales. Là, on a écouté le Sénat, comme disait monsieur Grémillet. Et sur le rôle des syndicats départementaux, notamment d'électrification, je suis tout à fait d'accord. Je pense, j'ai vu en Vendée, je me suis rendu personnellement, j'en avais déjà parlé, je crois d'ailleurs, il y a beaucoup de choses et je pense que les syndicats d'électrification peuvent être maintenant des acteurs de la transition énergétique et notamment du déploiement des bornes, etc., sur différents sujets, ou même parfois certains font de la production, d'ailleurs, et que c'est tout à fait une bonne façon de se repositionner par rapport à leur rôle historique. C'est une bonne nouvelle, Monsieur le Ministre, parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas la position de la Creux. Alors, je vous propose... Oui. Je vous propose, si le président Moret en est d'accord, de prendre les 6 premières questions. En alternative, un commissaire de la Commission des affaires économiques, puis un commissaire du développement durable. Je propose la parole à Roland Courteau. Pour 2 minutes. 2 minutes, là. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Président, nous avons déjà eu des réponses à de nombreuses questions qui sont donc tombées. 3 questions seulement pour moi. Pour lutter à la fois contre les émissions de gaz à effet de serre et contre la précarité énergétique, il y a la rénovation thermique des logements. Vous l'avez dit, celle-ci tarde à atteindre les objectifs, tant le reste à charge pour les Français reste particulièrement important. Et ce d'autant que le CITE est en baisse. Pouvez-vous être plus précis, Monsieur le Ministre, sur les solutions à apporter, notamment concernant les énergies renouvelables? Quelques chiffres. Il faut 8 ans pour faire aboutir un projet éolien en France, parfois même 9, parfois même 10, contre 3 ou 4 ans en Allemagne. Le problème n'est donc pas que financier. Il y a aussi quelque part problème au niveau des administrations départementales. Là également, quelles sont les solutions à apporter? Toujours sur les énergies renouvelables, je note un manque d'ambition pour l'éolien flottant, qui jouit, je le répète, d'une réelle acceptabilité, notamment en Méditerranée. Or, nous sommes là, avec les mesures qui viennent d'être annoncées, dans la demi-mesure, ce qui est en contradiction avec l'objectif de 40% d'énergie renouvelable en 2030, en contradiction avec la dynamique et les investissements engagés par l'État, par les régions, comme l'Occitanie, et par les filières. Aujourd'hui, la France est en avance sur le flottant. Mais si nous avançons à coup de demi-mesure, cette industrie ira se créer en Europe du Nord. Nous avons besoin d'une trajectoire ambitieuse, avec des volumes conséquents. Or, le volume qui a été annoncé est insuffisant pour faire baisser les tarifs. Cette technologie, j'en termine, Madame la Présidente, peut atteindre un prix de l'électricité compétitif à condition de bénéficier de volumes suffisants dans le cadre d'une progressivité des volumes d'appel d'offres de 3 à 5 gigawatts. Alors, cette filière est prête à répondre aux appels d'offres, aux premiers appels d'offres dès 2019. Pourquoi attendre? Mais, Monsieur le Ministre, les sénateurs de l'Hérault, de l'Aude et des PO vous ont demandé rendez-vous il y a 3 semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3 petites questions. Quand on parle de PPE, les questions, c'est comment on produit l'électrique, comment on produit l'énergie, quelle indépendance énergétique, à quel coût et à quel prix pour l'usager. Et moi, je pense qu'il faut partir de cette question-là. Il y a 5 millions de ménages qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire 10 à 11 millions de personnes. Comment on fait pour lutter efficacement? Moi, je pense qu'il y a 2 biais. Il y en a d'autres. On l'a évoqué lors de la loi Pacte, il y a la question des tarifs réglementés. Hier, tard dans la nuit, les négociateurs de l'Union européenne ont réussi à se mettre d'accord pour repousser jusqu'à 2025 la fin des tarifs réglementés. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que nous devrions appuyer cette question-là. La deuxième chose, Monsieur le Ministre, c'est sur Engie. Là, il faut vous positionner. Moi, je pense que si il faut qu'on puisse avoir une électricité et une énergie disponible pour le plus grand nombre, il faut des entreprises publiques. Et là, le désengagement de l'État dans Engie, ce n'est pas une bonne chose. Parce que depuis 7 ans, 333% de taux de distribution pour les actionnaires, 27 milliards d'euros et dans le même temps, plus 70%
d'augmentation pour les consommateurs. Ma deuxième question, c'est pour financer la transition énergétique, est-ce qu'on est d'accord de taxer le kérosène, et notamment sur les vols intérieurs, et taxer Total, qui lui, c'est 43 milliards d'euros en 7 ans versés aux actionnaires. Ma troisième question, vous voyez, ça va très vite, c'est sur la question de mine. Moi, je vous ai interpellé sur la montagne d'or, et je voudrais savoir, ça veut dire quoi une mine éco-responsable? Et ma dernière, puisqu'il me reste 20 secondes, c'est une question d'actualité. Hier, dans le budget, le gouvernement a déposé un amendement, non pas pour répondre à la crise sociale, augmenter les salaires, le SMIC ou encore établir l'ISF. L'amendement, c'est le 1316 rectifié, article 19 ter. C'est pour réduire un tarif réduit de l'électricité pour les aérodromes. Franchement, au moment où vous vous apprêtez à vendre Aéroport de Paris, vous faites encore un cadeau au capital. C'est-à-dire que vous allez permettre qu'ils exploitent encore les aéroports de Paris avec en payant moins cher l'électricité. Moi, je peux vous le dire, dans la période qu'on vit, on aurait dû répondre à la crise sociale, notamment sur la question, ce que je disais tout à l'heure, j'en finis, notamment sur la question de précarité énergétique et pas encore faire un cadeau au capital. C'est un véritable scandale, Monsieur le Ministre. J'ai sursauté tout à l'heure quand Monsieur le Ministre a parlé de dotation supplémentaire pour les collectivités territoriales. Il me semblait qu'il n'y avait jamais eu de dotation du tout, donc le supplémentaire me semblait sur le climat et la transition énergétique, bien évidemment. Je crois quand même, sans rouvrir totalement le débat sur ce point, et ça a été dit par d'autres, si la PPE ne met pas les territoires au cœur, ce que disait la CNDP, on n'y arrivera pas. Et si on n'aide pas les territoires par une forme d'incitation financière, beaucoup ne s'y engageront pas, alors qu'on a un dispositif PCAET Stradet extrêmement ambitieux et probablement un des plus opérationnels d'Europe et du monde. Alors, si l'État cherche un peu d'argent dans le moment, ce qui doit être le cas, notons quand même que l'indexation de la taxe Chirac pour les avions sur la contribution carbone nous rapporterait rapidement 200 à 300 millions d'euros sans changer aucun mécanisme, puisque les compagnies et pas que le pavillon national ont déjà l'habitude de faire le chèque à ce niveau-là. Moi, ma question fait écho aux questions précédentes sur le fait que sur l'éolien offshore, où on a une filière prometteuse, et Michel Vasseur l'a dit avant moi, il est clair que les 5 gigawatts annoncés ne vont pas permettre le développement de la filière, y compris on a des parcs déjà dans les tuyaux qui sont sur des turbines un peu anciennes. Donc si on veut développer les nouvelles turbines comme la 12 mégawatts d'Alstom, il faut absolument qu'on ait un volume important. Donc ma question c'est, est-ce que vous êtes prêt à revoir ce point? Et derrière cela, et ça fait écho aussi à d'autres questions, quelle parole possible des parlementaires dans les prochaines semaines pour essayer d'un peu amender la PPE, parce que sur ce point-là, on n'a pas bien vu clairement où est-ce qu'on pouvait agir. Sur les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Bon, d'abord, sur les tarifs réglementés de l'électricité, ils sont maintenus et ils ne sont pas mis en cause par, d'ailleurs, la politique européenne. Après, je veux juste dire que tarif réglementé ne signifie pas tarif qui n'augmente pas. Parce que beaucoup de Français, non mais je pense que beaucoup de Français, au-delà peut-être de promesses qui ont pu être faites, entendent tarif réglementé égale tarif qui n'augmente pas ou qui n'augmente pas plus que l'inflation, disons les choses telles qu'elles sont. Et pensent tarif fixé par l'autorité politique dans simplement sa grande sagesse. Un peu comme on peut dire les tarifs de l'eau sont fixés à l'échelle d'une collectivité locale par la collectivité qui assure l'alimentation en eau potable, ou les tarifs des transports sont fixés par l'autorité organisatrice des transports, etc., etc. Là, en l'occurrence, on a un double problème, c'est que, on a une formule avec la Commission de régulation de l'énergie, c'est pas moi, hein, c'est un législateur à une autre époque, qui, je crois que j'étais pas encore député d'ailleurs, qui a renvoyé à la Commission de régulation de l'énergie le fait de donner la formule et le prix. Bon, mais on demande quand même au gouvernement et au ministre que je suis, in fine, de signer. Donc c'est aberrant, et si jamais on signe autre chose, une de mes prédécesseurs a essayé de le faire, il y a immédiatement des recours et il gagne à tous les coups. Et donc après, on est obligé d'appliquer une augmentation plus élevée, hein, puisqu'on rattrape. Donc moi, ça je vous le dis entre nous, je pense qu'un jour, il faudra peut-être quand même qu'on voit si on maintient ce type de dispositif, qui est quand même aberrant, outre qu'il met le ministre de l'énergie que je suis, mais ou celui d'avant ou celui d'après, entre le marteau et l'enclume, ce qui n'est jamais une position très confortable, c'est une façon de faire une fausse promesse aux Français.
La fausse promesse, c'est « vous inquiétez pas, dormez tranquille, les tarifs n'augmenteront jamais beaucoup ». Voir si un jour on veut décider de les mettre à zéro, on les met à zéro. Ben non. Et pour une raison simple. C'est pas parce qu'il y a des politiques qui auraient des intentions cachées. C'est que par ailleurs, les coûts de production, ils ont plutôt tendance à augmenter. La formule d'ailleurs, elle vise ça. Elle vise à vérifier à ce que, on ne fasse pas une augmentation plus forte que les coûts de production, mais aussi à ce que, si jamais il y a une baisse des coûts de production, qu'on la répercute bien. Mais si il y a une hausse, il faut la répercuter. D'ailleurs, si on ne la répercutait pas, vous le savez très bien, à un moment donné, ça se paye. Bon. Donc, moi, je pense que là, il y a un effort de transparence à faire vis-à-vis des Français et pas de fausses promesses sur les tarifs réglementés. On se bat, je vous l'ai dit, sur plein de sujets. Je suis critiqué, d'ailleurs, autour de la table, ici, comme à d'autres endroits, parce qu'on se bat pour faire baisser les coûts de production. Parce que la seule façon de faire en sorte que les prix in fine que paye le consommateur n'augmente pas trop, c'est ça. Après, il y a la question et je reviendrai sur les biocarburants, parce que franchement, il ne faut pas déformer mes propos non plus, ou caricaturer mes propos. Donc j'y reviendrai tout à l'heure précisément. Mais c'est sur le prix, justement. Sur le coût, le prix. Sur le gaz, la vérité, c'est que les tarifs, alors là c'est encore pire parce qu'on le fait tous les mois. Donc c'est même pas un truc qu'on fait une fois ou deux fois par an, tous les mois. Donc c'est le yo-yo, en fonction des prix de marché du gaz. Aujourd'hui, les tarifs qui sont non réglementés, c'est-à-dire les clients, d'ailleurs gaz et électricité, peuvent aller chercher les fournisseurs qui ne sont pas soumis aux tarifs réglementés. Ils sont plus bas que les tarifs réglementés. Donc c'est pour ça qu'on en a tiré la conclusion qu'entre des tarifs réglementés plus élevés que les tarifs de marché et par ailleurs un système où tous les mois ça bouge comme ça uniquement pour suivre les prix de marché, on a décidé en effet de les supprimer. Et donc ça, on ne fera pas là de fausses promesses en disant, vous savez, il pourrait y avoir une espèce de tarif à l'abri. Mais à l'abri de quoi? Le gaz, il est acheté à 99%, parce que le biogaz, c'est 1%, donc 99% sur des marchés. Après, il y a des systèmes compliqués, c'est ce que Engie fait et d'autres fournisseurs, et ce qu'on a demandé d'ailleurs, pour que sur plusieurs mois, puisse avoir une certaine sécurité. C'est un système de couverture du risque. Voilà. Sur les marchés mondiaux, par rapport aux évolutions du marché mondial. Ça, je tenais à le dire, c'est important par rapport aux tarifs réglementés. Sur la question... Oui, c'est bien supprimé et on ne reviendra pas, enfin, c'est aussi le Parlement, la majorité parlementaire en décidait autrement, mais on ne reviendra pas dessus. Encore une fois, je le redis, les gens qui font les tarifs de marché, ils ont des tarifs plus intéressants. Par ailleurs, je précise aussi, les fournisseurs d'énergie, qu'ils soient fournisseurs historiques ou qu'ils soient nouveaux entrants, ils proposent à leurs clients des tarifs qui sont... ils disent, voilà, vous n'aurez pas plus d'évolution, voire une stabilité sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Je crois que par ailleurs, c'est ce que souhaitent beaucoup de nos concitoyens. Les consommateurs, ils préfèrent quelque chose de prévisible que de se dire tous les mois, ça va changer, il va y avoir un yo-yo. Et les marchés mondiaux, si quelqu'un a envie de spéculer dessus en tant que consommateur, je pense que c'est pas une très bonne idée. Donc voilà, je pense que c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui pour le gaz. Pour l'électricité, on est sur autre chose parce que le mode de production d'électricité est différent. On ne s'alimente pas de la même façon sur des marchés mondiaux. Sur le service public de la performance énergétique, donc la question était posée par Monsieur Bigot. En l'occurrence, c'est 2 sujets. Il y a un problème de fond, c'est que lors de la loi de transition énergétique, les régions ont voulu avoir la compétence sur ce sujet. Mais une fois qu'il s'agit de l'exercer, évidemment, on se rend compte que ça a un coût et donc on cherche des financements. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai rencontré d'ailleurs l'ARF il y a peu de temps pour avoir un dispositif avec l'ADEME, avec les certificats d'économie d'énergie pour le financer. Il faudra bien se mettre d'accord sur une répartition de compétences, mais moi je trouve que c'est une bonne chose que ce soit les régions qui l'exercent. Sur les collectivités locales, évidemment, moi je suis le premier à souhaiter que les collectivités locales jouent un rôle, se mobilisent, s'appuyer sur elles. Je pense d'ailleurs qu'elles prennent déjà beaucoup d'initiatives qui sont très positives. La taxe carbone, en 2019, c'était 3 centimes d'euros sur le litre d'essence et de diesel. Il y avait le rattrapage diesel-essence en plus, ça faisait presque 7 centimes sur le diesel. Mais la taxe carbone, c'était 3 centimes d'euros. Voilà. Sur le gaz, c'est concret, parce que ce n'est pas que sur les carburants, ça faisait un prix du gaz à 0 augmentation, alors que là, on fera moins 2. Voilà, 2%. Voilà. Ça, c'est la taxe carbone.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui vont la regretter, la taxe carbone, parce que les 2 milliards et quelques d'euros que ça rapportait, je ne sais pas où est-ce qu'on va les retrouver, mais en tout cas, moi, je ne serais pas de ceux qui prôneraient de le récupérer sur l'impôt sur le revenu ou sur un autre impôt. Hein. Mais bon, après, chacun fera ses propositions. Et on peut toujours dire, hein, je le sais, parce que je connais le débat par cœur, l'ISF, mais enfin, l'ISF, il ne faut pas qu'il serve 10 fois. Hein. C'est-à-dire qu'en admettant que ce serait rétabli, ça ferait 3,5 milliards. Les 3,5 milliards, ils ne servent pas 10 fois. Sur la question de... non, mais moi, je mets les pieds dans le plat, parce que sinon, on parle en l'air. Le carbone, quelle autre solution? Les quotas carbone. Alors il y a des gens qui sont contre les quotas, c'est des droits à polluer, c'est pas bien, c'est le marché, c'est ceci, c'est cela. Les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, tout le monde trouve ça serait bien, parce qu'on pense que c'est indolore. Mais si ça ne marche pas, c'est une forme de taxe. D'ailleurs, vous entendrez peut-être certains vous dire « Ah, mais les certificats d'économie d'énergie, ça va faire augmenter le prix des carburants ». Oui, parce que s'ils ne sont pas utilisés correctement, et Total, quelqu'un disait pourquoi vous ne taxez pas Total, bah, les certificats d'énergie, l'économie d'énergie, par exemple, Total, il en paye un bon paquet. Voilà, parce que c'est son activité, c'est de vendre de l'énergie fossile. Voilà, il essaye de se diversifier, mais en attendant, c'est du pétrole et du gaz. La norme, un autre moyen, c'est la norme. Les véhicules, c'est concret, j'en ai parlé, on impose une norme. Qu'est-ce que vous entendrez? Ah, mais ça va renchérir le coût des voitures. Et c'est sans doute vrai, dans un premier temps. Donc, c'est un surcoût. Donc, socialement, c'est pas juste. Donc, c'est pas bien. Donc, il y a des gens qui disent, et pas des moindres, hein, ah, mais sur les véhicules, la norme, moins vite, moins fort, plus tard. C'est toujours ça, le débat. Donc, moi, franchement, je voudrais qu'on arrête. Moi, je suis prêt à prendre ma part. Je suis aux responsabilités, donc avec le gouvernement, avec la majorité parlementaire, on décidera, on tranchera. Mais les idées sont les bienvenues, mais les idées opérationnelles. Pas la taxe carbone juste. J'ai entendu une ancienne ministre dire ça. Ah, moi j'ai toujours été pour la taxe carbone, mais juste. Ah, d'accord. Bon, bah alors qu'elle dise comment? C'est quoi le mode opératoire? Parce que ça n'existe pas d'être uniquement dans la théorie en politique. Il faut être dans la réalité. L'hydroélectricité. L'hydroélectricité. Elle est devenue directrice d'une association non gouvernementale. L'hydroélectricité, c'est pareil. C'est quoi le sujet? C'est de développer l'hydroélectricité en France, on est bien d'accord. Améliorer la productivité des barrages, améliorer leur capacité à servir de zone tampon, parce qu'ils peuvent servir les barrages pour la période de pointe. Ils le font déjà, mais ils peuvent en servir encore plus. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça a un lien avec la question de l'ouverture à la concurrence du renouvellement des concessions? Non, il y a un choix politique idéologique, mais ce n'est pas un gros mot l'idéologie, hein, de dire on préfère proroger les concessions existantes. Par ailleurs, la Commission européenne nous l'interdit. Alors on peut dire on va sortir de l'Europe. Ok. Enfin, en attendant, moi j'appartiens à un gouvernement qui ne dit pas qu'on va sortir de l'Europe. Et donc moi je vais sortir cette question des barrages du statu quo. Mais je n'accepterai pas qu'on dise, ça n'empêchera pas certains de continuer à le dire, hein, de continuer à le dire qu'on privatise les barrages. Non. Les concessions, c'est pas une privatisation. Une privatisation, c'est on vend le barrage. Hein, puis si un jour il change de main, etc. Non, l'exploitation d'un barrage, des investissements, une redevance. Voilà, ça c'est ça. Il y a des élus locaux d'ailleurs qui me le demandent, et ils ont bien raison, parce qu'ils en ont marre de voir que sur les territoires, on ne fait plus rien autour des barrages. Et donc, moi, je serai aux côtés des élus locaux pour travailler sur les cahiers des charges concrets et sortir du statu quo qui fait que pendant ce temps-là, l'hydroélectricité n'est pas utilisée à son maximum de capacité. Sur le Parlement, Monsieur Gontard, parce que vous en parlez, moi, je vous ai dit une chose concrète tout à l'heure sur l'EPR, par exemple. Bah, ce sera un sujet en 2022. Est-ce que ça passe par une loi? Oui, non. Je rappelle que le programme électronucléaire français, il a été lancé sans la moindre loi, hein, sans le moindre débat au Parlement. Nous, on fait une loi de transition énergétique en 2015, une programmation pluriannuelle de l'énergie, et on dit que si jamais il doit y avoir de nouveaux EPR qui doivent être commandés, ce sera dans un cadre transparent avec les données sur la table juste avant une élection nationale majeure dans laquelle ensuite chacun pourra se positionner. Monsieur Gay, concernant comment on produit à quel coût? Bon, bah ça, je pense que ça a été le débat et ça sera encore. Désengagement de l'État d'Engie, oui, bon, bah ça, c'est un choix politique qu'on assume de considérer que c'est pas en gardant des participations dans une minoritaire dans les entreprises ad vitam aeternam que forcément on a les meilleurs outils, c'est pas forcément là qu'il faut mettre l'argent. Taxer le kérosène, vous connaissez le débat, mais je vais le redire. Si c'est taxé dans un seul pays, la France,
Ça, on sait très bien comment ça se passera. Il y a des compagnies aériennes qui iront faire le plein dans les pays d'à côté. Hein, c'est déjà le cas pour les camions. Je vous le dis, pour les camions, c'est pareil. Hein. 35% de la circulation camions en France, c'est des camions étrangers. Quelle est la contribution aux taxes françaises des camions étrangers? 8%. Voilà. Ça, c'est clair, c'est concret, c'est précis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une harmonisation européenne et qu'on préfère, grâce à Madame Royal qui a supprimé la taxe poids lourd, on préfère prélever sur les carburants plutôt que de prélever sur l'usage des routes. On voit le résultat. Monsieur Montagne d'Or, je répondrai si vous voulez, on est en train, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais moi, je vous ferai un courrier si vous voulez. J'ai rencontré tous les élus locaux, toutes les associations, tous les responsables, le préfet de Guyane, etc. Et on sera amené à prendre des décisions dans les semaines qui viennent pour ne pas rester dans le flou sur ce projet. Sur l'éolien offshore, posé, flottant, insuffisant pour la filière, etc. Je pense que j'ai déjà répondu, mais je suis tout à fait prêt. Ce qui est clair, c'est que plus les industriels démontreront qu'ils peuvent répondre à un coût décroissant, immédiatement le prix de marché, hein, on n'est pas là-dessus, on est sur 120 ou 130 euros le mégawattheure. 2 fois le prix de marché. Ça, c'est la cible qu'on donne. Mais on dit, on peut baisser, eh bien, on fera plus. C'est évident, c'est notre intérêt. C'est comme si on trouve une solution bon marché pour stocker l'énergie dans 5 ans, on pourra réviser notre PPE, puisqu'on aura quelque chose qui nous la rendra plus facile. Tout le monde sait très bien que le stockage de l'énergie, ça rendrait beaucoup plus facile l'utilisation des énergies renouvelables, etc. On n'en est pas encore là. On ne va pas bâtir une PPE sur une éventualité de technologie ou de prix. On la bâtit sur les conditions d'aujourd'hui et de toute façon, elle sera révisée dans 5 ans. Sur le barrage de la Rance, je regarderai le point concret. Sur les entreprises françaises dans l'éolien offshore, on est bien conscient de ça. Moi, c'est ce que je défends. Moi, c'est ce que j'ai défendu et ce que j'ai obtenu dans la PPE, qu'il y ait quelque chose sur l'éolien flottant pour permettre une filière française. Actuellement, si mes données sont bonnes, sur 5 entreprises au monde qui sont capables de faire, 3 sont françaises. Donc je pense que ce serait dommage de ne pas leur donner un marché en France pour déployer leur savoir-faire et qu'on se réveille dans 10 ans en disant bon on a laissé faire d'autres puis on est obligé d'acheter du matériel en Asie ou ailleurs parce qu'on n'aurait pas développé chez nous. Mais il faut que ça se fasse avec des coûts raisonnables. Alors je sais, parce qu'on va se parler concrètement, il y a la Bretagne, on a dit il y a un projet Bretagne Sud et il y a la Méditerranée. Et comme on a dit un projet, la région Occitanie et la région Provence se disent mais alors où est-ce que ça sera? Évidemment qu'il y aura une discussion et que si, encore une fois, ça avance bien, évidemment qu'on pourra bénéficier des potentiels dans les 2 régions. Voilà. Au passage, quand même, je me permets de le dire, puisque vous avez parlé de Madame la Présidente de la région Occitanie et qu'on a parlé des collectivités locales, ce serait parfait si la région Occitanie développait aussi plus l'éolien terrestre. Car si vous regardez la carte de France de l'éolien, vous verrez qu'il y a des régions où on en fait beaucoup et des régions où on n'en fait pas du tout. Donc ce serait... Tout à fait. On est bien d'accord. Que tout le monde tire dans le même sens. Monsieur Dantec, sur les territoires et les collectivités locales. Ah oui, sur le photovoltaïque au sol. Bien sûr qu'il faut... La doctrine n'est pas du tout défavorable. Alors là, non. La doctrine, et moi je suis déjà pour l'assouplir d'ailleurs, mais la doctrine, c'est en effet pas sur les terres agricoles ou les espaces naturels. Bon, mais tout ce qui est les terres où on ne peut rien faire d'autre et les toitures, évidemment qu'on va développer. Donc si jamais vous avez des signaux contradictoires venant de l'administration locale, évidemment il faut les faire remonter et donc on va regarder ça de près puisqu'il n'est pas du tout question de freiner, mais je suis bien conscient que l'application, y compris par mon ministère, de différentes règles fait qu'on finit par faire très peu. Alors vous imaginez si on avait appliqué ces règles-là, à l'époque on a fait des centrales thermiques ou des centrales nucléaires. Et des débats publics et tout ça. Hein. Sur les collectivités locales, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de carotte à faire des énergies renouvelables, y compris, vous le savez, il y a des milliers d'articles et des milliers de groupes Facebook et des milliers de comptes Twitter qui disent partout, de toute façon, les élus sont achetés par les promoteurs des énergies renouvelables, par des retombées fiscales. Donc il y en a quand même une carotte, c'est l'IFER. Hein. Et l'IFER, c'est un sujet. Et Dieu sait si c'est un sujet, y compris qui, je pense, à chaque budget est débattu, et l'IFER pour les éoliennes, et l'IFER pour les pylônes, et l'IFER pour les centrales thermiques, et l'IFER pour les centrales nucléaires, et ainsi de suite. Donc ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Et moi, je trouve ça très bien, d'ailleurs. C'est normal. Après, je sais qu'il y a un débat commune, intercommunalité, qui est ça, mais voilà. Sur l'éolien offshore, pareil, et qui en profite, et chacun a voulu sa part, et ceci et cela. Bon, mais il y a des retombées. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Et c'est normal, et c'est bien.
Parce que c'est ce qui permet aussi d'entraîner tout le monde. Et puis, ça prouve que, ça j'en ai pas reparlé, mais j'y tiens énormément, le développement des énergies renouvelables en France, c'est le développement des territoires, et notamment des territoires ruraux. C'est pas en ville qu'on fera des éoliennes. Et même les grandes, ou des méthaniseurs, ou la filière bois, hein, etc. Sur la taxe carbone, l'affectation d'une part de la taxe carbone, on a déjà eu des discussions, mais il n'y a pas une seule solution. Et par ailleurs, c'est sûr que les surplus de recettes de 2019-2021, pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Donc, avant de se partager les surplus de recettes, il faudra déjà percevoir la recette. Sur la captation du CO2 par la forêt, puis de carbone, etc., évidemment, y compris sur l'utilisation des déchets de bois. Enfin, voilà. Après, mais je crois que Madame la sénatrice Loisier l'a dit, le but c'est pas de produire de l'électricité en brûlant du bois. Enfin, on va quand même le faire un peu à Gardanne. Bon, c'est compliqué, hein, voilà. Et puis c'est sûr que si la centrale elle s'arrête tous les 15 jours pour d'autres raisons, ça facilitera pas la réussite du projet. Mais par ailleurs, c'est à coût élevé et avec un rendement faible. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on privilégie. En revanche, sur la production de chaleur, c'est évident. Je crois que nous avons fait le tour. Ah si, Monsieur Kuipers, sur les biocarburants. Donc c'est là que je réagissais. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Me faire dire à moi que je suis contre les biocarburants. Je vous ai dit dans ma présentation initiale qu'on allait en augmenter la part dans la consommation de carburant en France. Alors que par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que c'est attaqué régulièrement par tout un tas de gens qui disent, le bilan carbone n'est pas très bon si c'est de l'importation d'huile de palme ou de choses comme ça qui a fait de la déforestation. Et le sujet huile de palme, vous avez eu à le traiter dans le débat budgétaire ici au Sénat, ça a été le cas à l'Assemblée. Il y a d'ailleurs eu un amendement qui a été voté hier qui ne va pas faciliter les choses sur la raffinerie de la Mède, par exemple. Mais bon, oui. Et donc ça, c'est un sujet. Alors, il n'y a pas que l'huile de palme, il y a d'autres huiles importées. Hein, il peut y avoir des huiles de colza, de soja, etc., qui sont importées, qui ont aussi des effets sur la déforestation. Il n'y a pas que l'huile de palme en Indonésie. Et par ailleurs, il y a la question de la production chez nous. Moi, j'ai même pris une mesure en lien avec le ministre de l'Agriculture pour favoriser, je ne rentre pas dans les détails, l'histoire de la mélasse issue de la filière betterave pour l'éthanol. Donc, il ne faut pas me dire que je balaye d'un revers de la main les agrocarburants. C'est bien le contraire. Ça me vaudra des critiques, naturellement. Moi, je suis pour aller au bout du projet de la Mède. Hein, il a été lancé, voilà, on dit tous collectivement qu'on ferme la raffinerie demain. Mais si on va au bout du projet de la Mède, on accepte qu'il y ait 50%. Hein, Total a déjà accepté de monter à 50% la part des intrants européens, français et européens. Mais on accepte qu'il y ait 50% d'huile de palme. Sinon, on ferme la boutique et on fait un peu plus de carburant fossile. Hein, voilà. Ce que j'ai dit, et ça je le maintiens, c'est que si on appliquait les mêmes règles aux carburants d'origine agricole qu'aux carburants d'origine fossile, les mêmes règles fiscales, et je ne parle même pas des autres soutiens qui peuvent exister, nous aurions un carburant plus cher à l'achat. Et ça, je le dis pour qu'on le dise aux Français, puisque aujourd'hui à la pompe, il est moins cher. Mais il est moins cher uniquement parce qu'il fait l'objet d'un soutien fiscal. Sinon, il serait plus cher que le carburant d'origine fossile. Donc il faut le dire aussi à nos concitoyens, sinon on leur ment. C'est comme un peu le même raisonnement sur le biogaz. Donc évidemment que le biogaz, et les chiffres que vous avez donnés, c'est ceux que l'on... enfin, je pense, hein, d'après ce que j'ai entendu, c'est ceux que nous avons dans notre programmation, pour dire voilà quel sera le soutien public. Et vous avez bien noté vous-même qu'il monte en puissance, fortement, mais on veut quand même qu'il soit en quelque sorte capé, si on peut dire, hein, c'est-à-dire quand même qu'on fixe des limites, et donc on a demandé aux industriels qui nous disent qu'ils sont capables de le faire, qu'ils en fassent la démonstration maintenant, concrète, de baisser les coûts de production. On n'arrivera pas au coût de production du gaz importé, sachant que le gaz importé, son prix évolue hein, par ailleurs, et nous on pense que c'est mieux de développer nos propres ressources que les ressources importées. Mais il faut quand même que ce soit à coût acceptable, parce que si c'est toujours pareil. Il y a deux solutions, soit c'est une subvention publique et donc c'est les impôts, et alors en plus si on n'a pas la taxe carbone et ce genre de choses, ben, c'est plus difficile à faire, ou c'est le tarif. On pourrait, à une époque on a fait ça. On dit on va répercuter, après tout c'est qu'une petite part dans une grosse part. D'ailleurs sur les agrocarburants c'est ce qu'on fait aussi en partie, puisqu'on demande un taux d'incorporation. Après on dit aux industriels débrouillez-vous, vous l'incorporez et après ça rentre dans ça on le maintient. Hein.
Bon, voilà. Donc, voilà où nous en sommes sur les agrocarburants ou le biogaz. Et on est sur le fait qu'il y ait une... Non, mais on est sur le fait qu'il y ait une capacité d'injection dans le réseau. Ça, c'est clair. Ah, le non injecté. Voilà, on pourra rentrer, si vous voulez, dans les détails là-dessus, mais de toute façon, moi, je suis dans l'idée, comme sur d'autres, comme le solaire photovoltaïque au sol, les grandes surfaces, il faut qu'on voit les critères qui permettent d'en faire plus et à moindre coût. Donc, s'il y a des barrières aujourd'hui réglementaires à lever, on les lèvera. Voilà, je pense avoir répondu à tout le monde. Non, Monsieur Boulou, peut-être, mais... Ah oui. Sur le... Pardon. Non, parce que... Il y avait la question de M. Laurent qui était pas là. Il y avait la question de M. Laurent. Il y avait ma question également concernant la recherche et développement dans l'industrie et les moyens que vous, dans le cadre de la PPE, des moyens que vous envisagez de mettre en œuvre pour cette partie. Je pense que sur la recherche-développement, j'ai en partie répondu sur le fait que soutenir l'émergence de filières industrielles, c'est avec un certain soutien public. C'est à compenser un différentiel de coût entre le coût de production et le prix de marché. Et par ailleurs, sur la recherche, là, on a des programmes de recherche, au programme d'investissement d'avenir, même, je peux vous dire, les technologies en recherche rupture, c'est des sommes moins importantes, mais qui sont de la recherche, qui aura des retombées plus longues dans le temps. De même que là, ça c'est concret et on souhaite vraiment que ça aboutisse. Bruno Le Maire a négocié un accord franco-allemand sur les batteries. Mais maintenant, il faut que les industriels se mettent autour de la table, industriels français et allemands, industriels de la batterie et industriels de l'automobile. Et si on y arrive, on est prêt à débloquer des fonds également publics, français et allemands, des deux côtés, dans les 3 ans qui viennent, pour développer une filière européenne de la batterie pour les voitures, mais qui pourra avoir aussi d'autres utilisations, mais principalement pour les voitures. Donc ça, c'est des sujets concrets de recherche-développement, mais avec des retombées pour l'économie française et européenne. Voilà pour cette audition de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Il a présenté la stratégie énergétique de la France pour les prochaines années et il est revenu assez longuement sur le mouvement des Gilets jaunes. Cette crise sociale a bouleversé les plans du gouvernement puisque la hausse des taxes sur les carburants a été finalement annulée. Et François de Rugy a été plus ferme cette fois-ci envers les Gilets jaunes. Il a expliqué que la transition énergétique a un coût et qu'elle sera forcément financée par une hausse du prix de certaines énergies. Le ministre a néanmoins défendu l'accompagnement social de la transition énergétique, comme la hausse du chèque énergie et les crédits d'impôt pour la rénovation énergétique. Et notez que cet après-midi, le Sénat examine le projet de loi spécial Gilets jaunes qui contient les mesures sociales pour augmenter le pouvoir d'achat des plus modestes. Vous pourrez suivre ces débats en direct sur Public Sénat dès 15h30 dans Sénat 360, l'émission présentée par Delphine Girard. Vous pouvez voir et revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée et très bon week-end sur les chaînes parlementaires.